Noah se réincarne un jour en noble, mais il y a un énorme problème. Il suffit de jeter un coup d'œil à son écran de statut. Rien que de la pure déception parentale digne des pires clichés asiatiques. Il est né en tant que 13e prince de la famille impériale, et l'empereur se montre particulièrement intéressé par ce nouveau-né. On l'informe que l'affinité magique la plus élevée de Noah est l'eau, et il décide donc de lui offrir un fief situé près de l'eau comme cadeau pour son premier anniversaire. Et au moment même où il prononce ces mots, Noah remarque quelque chose apparaître à côté de sa magie de l'eau de rang E. L'empereur demande alors à voir l'écran de statistiques de Noah, et celui-ci commence à s'inquiéter. Avec un bulletin pareil, il finirait sans doute jeté dans une benne à ordures, mais miraculeusement. Lorsque son écran de statut est affiché, sa magie de l'eau est passée de rang E à double rang S. Tout le reste est toujours solidement classé F, mais peu importe. Un bébé possède littéralement la statistique de magie de l'eau la plus élevée qu'ils aient jamais vue. C'est une preuve évidente qu'il deviendra un génie de la magie de l'eau à l'avenir. Et l'empereur commence alors à prendre Noah en affection. La raison pour laquelle sa magie de l'eau atteint le rang SS vient du fief que son père lui a accordé dès sa naissance, bien que, sur son écran de statut personnel, cela apparaisse toujours comme un E+S. Les autres augmentations de ses statistiques proviennent de ses servantes, et il n'est toujours pas certain de la raison. Mais il semble que plus il possède de serviteurs, plus il devient fort. Quant à son niveau, il n'est encore qu'à 1, mais il peut apparemment augmenter sans limite, ce qui signifie qu'il est destiné à devenir surpuissant un jour, même s'il reste pour l'instant assez faible. Alors qu'il prend son petit déjeuner, l'une de ses servantes, Evelyn, vient l'informer que ses frères, plus précisément le premier et le 4e prince, sont venus lui rendre visite. Normalement, recevoir la visite de ses frères serait une bonne chose, mais au cours des 6 années de sa vie, Noah a appris que ces deux-là sont de véritables ordures. Il doit donc se montrer extrêmement prudent avec eux. Il se rend dans le salon pour les rencontrer et, après les salutations d'usage, le premier prince annonce qu'il a apporté un cadeau pour Noah. Il appelle ensuite son serviteur afin qu'il apporte le présent, et dès que Noah aperçoit l'épée, il comprend immédiatement que cette saloperie est maudite. Il peut littéralement voir les âmes tourmentées des morts flotter autour de la lame. Albert sait parfaitement que cette chose est hantée, mais il fait semblant qu'il ne s'agit que d'un cadeau. Il n'y a absolument aucun moyen pour Noah de refuser un cadeau venant du prince héritier. Il est donc contraint de l'accepter, même s'il sait pertinemment que cela ne finira probablement pas bien. Il saisit la poignée et soulève l'épée, tandis qu'Albert explique avec désinvolture qu'il s'agit d'une épée de magie de l'eau et que plus de 120 chevaliers sont morts en essayant de l'utiliser. En entendant cela, Noah sursaute et relâche légèrement sa prise. Mais le 4e prince lui dit qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter, car jusqu'à présent, tous ceux qui n'étaient pas dignes de l'épée sont morts à l'instant même où ils l'ont touchée. Ainsi, si la malédiction devait l'affecter, il serait déjà mort. La raison pour laquelle Noah est immunisé contre cette malédiction est très probablement liée à son attribut de magie de l'eau de rang SS. C'est plutôt rassurant de savoir qu'il ne risque pas de mourir à cause de cette chose, mais Noah est tout de même furieux à l'idée qu'Albert ait mis sa vie en danger pour une expérience stupide. Il ne peut évidemment pas le dire à voix haute. Il se contente donc d'attendre qu'Albert se lève et parte de lui-même afin de retrouver enfin un peu de calme. Plus tard dans la journée, Noah se promène dans les couloirs avec l'une de ses servantes, Zoé, lorsqu'il remarque qu'elle a l'air abattue. Il lui demande alors si quelque chose ne va pas. Zoé ne veut pas importuner Noah avec ses problèmes et affirme que tout va bien. Mais Noah est certain que ce n'est pas le cas, et il lui ordonne de lui dire immédiatement ce qui ne va pas. Zoé finit par céder et lui avoue qu'elle souhaiterait prendre un congé afin de régler des affaires familiales. Noah lui demande de quelles affaires il s'agit, et elle explique que sa ville natale a récemment subi une inondation. La ferme de sa mère a été emportée par les eaux, et celle-ci n'a désormais plus aucun moyen de subsistance. Zoé demande conseil à Noah pour savoir comment elle pourrait réunir assez d'argent afin de reconstruire la ferme. On lui a dit que la seule solution serait de travailler pendant un certain temps dans le quartier des plaisirs. C'est ce qu'elle comptait faire durant son congé. Mais Noah refuse catégoriquement cette idée. Il lui annonce qu'il va donner un emploi à sa mère. Après tout, il pensait justement engager une fermeuse professionnelle de porte-arrière, et puisqu'elle vient avec une recommandation, il lui versera un salaire de 10 rangs par mois. Zoé lui demande s'il est vraiment sûr de lui,
car 10 ron représentent un salaire bien supérieur à la moyenne, et elle n'a jamais entendu parler d'un tel métier. Mais c'est simplement parce que Noah vient de l'inventer sur le champ. Il veut aider Zoé, et de toute façon, c'est son argent. Alors qui pourrait bien l'en empêcher? Il lui dit également qu'il possède une vieille maison à la périphérie de la ville, et qu'elle pourra y vivre avec sa mère, afin qu'elle n'ait même pas à se soucier du loyer. Zoé l'a servi fidèlement toute sa vie. Il n'était donc absolument pas question pour Noah de la laisser vendre son corps dans le quartier des plaisirs à cause d'une inondation. Mais justement, en parlant de cette inondation, il restait encore une chose importante à faire. Noah fit appeler son majordome, Dylan, et lui ordonna de prendre des dispositions pour racheter autant de terres endommagées par les inondations que possible. Dylan comme Zoé furent stupéfaits en entendant cet ordre. Noah leur expliqua cependant qu'il y aurait forcément des escrocs prêts à profiter de la détresse des innocents qui venaient de perdre leurs moyens de subsistance. Il voulait donc sécuriser ces terres avant que cela n'arrive. Dylan resta sans voix. Il n'arrivait pas à croire qu'un enfant de 6 ans, avec si peu d'expérience, puisse anticiper les conséquences à une telle échelle. Noah, lui, avait déjà vu ce genre de situation à maintes reprises dans sa vie antérieure. Mais il ne pouvait évidemment pas leur dire cela, alors il passa simplement à autre chose sans donner d'explication. Dylan accepta volontiers de l'aider à acquérir ces terres, mais il lui demanda comment il comptait réunir les fonds nécessaires, car selon ses estimations approximatives, cela coûterait environ 700 000 rings. Zoé fut choquée en entendant ce chiffre, et Noah ne lui en voulut pas. Après tout, c'était pratiquement une petite fortune. Dans la capitale, un adulte moyen ne gagnait qu'environ 120 rings par an, une somme suffisante pour entretenir une famille, posséder une maison et manger convenablement. La maisonnée de Noah était évidemment plus riche que la moyenne, mais malgré cela, il ne disposait que d'environ 500 000 rings. Il lui manquait donc encore 200 000 rings, et il devait trouver un moyen de les obtenir rapidement. Ses options étant très limitées, il décida de vendre le fief qu'il possédait. Cependant, Dylan l'en empêcha aussitôt. Cette terre lui avait été offerte par l'empereur, et la vendre sans autorisation constituerait un crime contre la famille impériale. Noah en était parfaitement conscient. Mais il déclara qu'il comptait quand même le faire, car il n'avait pas d'autre choix. Il était prêt à accepter n'importe quelle punition que son père déciderait de lui infliger en conséquence. Le lendemain, alors que Noah et ses serviteurs étaient occupés à préparer leur départ vers les terres inondées, il reçut une visite inattendue. Le 4e prince, Henri, se présenta devant lui. Albert était peut-être un véritable imbécile, mais Henri, lui, était plutôt aimable une fois qu'on apprenait à le connaître. Il se souciait sincèrement de Noah, et il était venu l'avertir. Il lui expliqua que l'épée qu'Albert lui avait offerte possédait une volonté propre, et qu'il était prêt à la lui céder comme récompense. Ainsi, même s'il est immunisé contre la malédiction, il devra malgré tout gagner la reconnaissance de l'épée avant de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Noah prit ce conseil très au sérieux, et peu de temps après, il partit pour le village de Dassos. À son arrivée, il comprit immédiatement que parler de « dégâts causés par une inondation » était un euphémisme. On aurait dit que Kratos et Poséidon s'étaient battus ici à coups de poing. À en juger par l'état des lieux, Noah devina que la majorité des habitants avaient dû perdre leurs documents officiels dans la catastrophe. Il ordonna donc à Dylan de se rendre au bureau administratif afin de récupérer toutes les copies possibles, pour faciliter les futurs achats de terrain. Pendant ce temps, Noah décida de se rendre lui-même sur place afin de voir comment les habitants tenaient le coup après l'inondation. Zoé tenta de l'en dissuader, affirmant que la reconnaissance du terrain n'était pas un travail pour un prince. Mais Noah lui répondit qu'il irait quoi qu'il arrive, qu'elle le veuille ou non. Elle pouvait soit l'accompagner, soit l'attendre dans la voiture jusqu'à son retour. À contre-cœur, Zoé accepta de l'accompagner, et la réalité se révéla aussi terrible qu'elle en avait l'air. Toutes les cultures avaient été totalement détruites. Il n'y aurait aucune récolte cette année, et sans récolte, les villageois ne pourraient tout simplement pas survivre. À ce moment-là, Noah entendit le son d'une cloche. Il remarqua que tous les habitants commençaient à se rassembler sur ce qui avait autrefois été la place du village. Zoé supposa qu'il devait s'agir d'une distribution de nourriture, puisque l'Empire accordait des aides d'urgence aux régions touchées par des catastrophes naturelles. Noah se dit que c'était rassurant de voir que le système d'aide fonctionnait correctement dans cette région.
Il se joignit donc aux villageois pour le repas. Mais dès la première bouchée, il retira immédiatement tout ce qu'il avait pensé de positif. Il avait mangé de la cuisine britannique bien moins déprimante que cette pitoyable excuse de soupe, et il était presque certain que les légumes utilisés étaient pourris. Un des villageois l'entendit se plaindre de la nourriture. Ne sachant pas qu'il avait affaire à un prince, il pensa simplement que Noah était un autre malheureux sinistré. Il lui expliqua que la nourriture était toujours comme ça, et que même lorsqu'il se plaignait, rien ne changeait, car ceux qui la préparaient se fichaient complètement de choses aussi insignifiantes que la... À ce moment-là, Noah entend une annonce sonore parlant d'une inspection. Il demande à Zoé de quoi il s'agit, et elle lui explique que le responsable local, le seigneur Garel, est venu inspecter la qualité de la nourriture. Garel s'approche de l'énorme marmite contenant cette étrange soupe. Il trouve qu'elle a l'air absolument immonde, mais comme ce n'est pas lui qui doit la manger, il s'en moque totalement. Il ordonne alors au cuisinier de lui préparer un vrai repas dans son manoir, et celui-ci accepte avec enthousiasme, puisque les deux ont manifestement un accord entre eux. Cependant, Noah refuse de laisser un tel comportement passer impuni. Il confronte Garel et lui demande s'il autorise volontairement la distribution d'une nourriture aussi médiocre parce qu'il détourne le reste du budget alimentaire à son profit. Garel, persuadé que Noah n'est qu'un paysan sans pouvoir, admet ouvertement qu'il siphonne les fonds, convaincu qu'il n'y a absolument rien que ce gamin puisse faire contre lui. Entendre Garel se vanter de voler des survivants affamés d'une inondation fait bouillir le sang de Noah, à tel point que l'épée maudite commence à réagir. Agacé par l'insolence de ce garçon inconnu, Garel dégaine son épée et s'apprête à le tuer. Mais avant même qu'il puisse agir, l'épée du Léviathan jaillit de son fourreau et vient se placer aux côtés de Noah. La force de volonté de Noah et son sens aigu de la justice suffisent à convaincre l'arme de le reconnaître comme un porteur digne. Désormais capable d'en utiliser le pouvoir, Noah tranche la tête de Garel sans effort, le punissant pour détournement de fonds et pour avoir menacé un prince impérial. Peu après, le seigneur Rowan, supérieur hiérarchique de Garel, arrive sur les lieux. Les gardes tentent de le convaincre de faire arrêter Noah pour avoir tué Garel. Mais dès que Rowan aperçoit Noah, il le reconnaît immédiatement comme le 13e prince et s'agenouille aussitôt pour lui rendre hommage. Noah lui dit alors qu'ils devront avoir une longue discussion au sujet de la situation dans cette région, une manière polie de dire que Rowan est dans de très graves ennuis pour avoir laissé Garel agir ainsi pendant si longtemps. Il précise qu'il a déjà puni Garel, mais que les complices qui l'ont aidé à détourner ses fonds sont toujours présents. Il attend donc que Rowan s'en occupe comme il se doit. En attendant, Noah lui ordonne de faire préparer immédiatement un repas décent pour les habitants. Plus tard, après que Noah a finalisé l'achat du village, Albert reçoit un rapport détaillant ce qu'a accompli son frère. Il est surpris de constater que Noah a pu manier l'épée sans en subir les effets secondaires, mais il nourrit encore bien d'autres projets à son égard. Pendant ce temps, Noah est convoqué par son père afin de s'expliquer. Il s'attendait pleinement à être réprimandé pour avoir vendu ses terres afin d'acheter un village ravagé par une inondation. Mais contre toute attente, l'empereur le remercie. Sans l'intervention de Noah, les pertes subies par ses habitants auraient été bien plus lourdes. Voyant clairement que Noah est un jeune homme compétent, l'empereur lui demande de continuer à servir l'Empire de toutes ses forces. Et Noah accepte avec le sourire. Cependant, à sa grande surprise, Sa Majesté remercie son fils d'avoir empêché le succès de ceux qui avaient tenté de profiter de la tragédie à Dasso. L'empereur comprend que Noah est arrivé à Dasso par hasard, grâce à une domestique qui y vivait, mais il croit également que les actions du garçon étaient la volonté de Dieu, notamment le fait qu'il ait réussi à maîtriser Léviathan, l'épée magique de l'eau. À ce propos, le souverain demande une nouvelle fois à Cruz de tester les pouvoirs de son fils. Une fois l'épreuve terminée, le panneau de statut de Noah apparaît, révélant que son attribut eau atteint le rang SSS. L'empereur est ravi, convaincu que le garçon pourra encore apporter une grande aide à l'Empire. Dans l'instant suivant, plusieurs quartiers de la capitale de l'Empire de Mille apparaissent à l'écran, montrant le centre politique, culturel et économique du pays, un lieu reconnu comme le plus glorieux et prospère du monde actuel. Dans la rue Reed, selon l'Unix, Noah découvre qu'un spectacle musical est en cours, visant à remercier le maître pour ce qu'il avait fait pour sa patrie. Zoé se porte volontaire pour l'accompagner dans cette mission.
En entrant dans un théâtre, ils arrivent juste à temps pour assister à la performance d'une jeune fille aux cheveux roses et à l'expression mélancolique, chantant une chanson sur l'amour et sur la façon dont il peut parfois se transformer en douleur. Noah se rappelle qu'on lui avait dit que le nom de l'artiste était Talashi. Il remarque que sa technique est encore celle d'une débutante, mais il apprécie ce qu'il voit, car il est évident qu'elle chante avec son cœur. Cependant, soudain, un groupe d'hommes fait irruption dans le théâtre, brisant tout sur son passage. Leur chef, un grand homme chauve, ordonne à Alashi d'arrêter de chanter, affirmant qu'avec ce revenu, elle ne pourra jamais rembourser la dette laissée par son père. La chanteuse réplique que c'est le seul moyen pour elle de gérer ce qu'elle doit, mais l'homme suggère que chaque femme a une manière très spécifique de gagner de l'argent, et l'on comprend exactement ce qu'il sous-entend. Au milieu de cette scène, Noah se lève calmement et cite un article de la loi impériale, déclarant que les enfants ne doivent pas être contraints de supporter les dettes de leurs parents. Il précise également que transférer cette dette sur la fille et tenter de la forcer à vendre son corps constitue un crime. L'homme devient furieux et menace Noah, qui réagit en utilisant le pouvoir de Léviathan pour maîtriser le brut et ses compagnons, conscient qu'il serait détruit s'il combattait ce type. Le chauve s'enfuit, mais promet qu'il reviendra. Pendant que tout le public reste bouche bée en réalisant qu'ils se trouvent en présence d'un prince impérial, Noah dit qu'il a apprécié le chant de la jeune fille et lui demande quels sont ses frais mensuels. Embarrassée, elle explique qu'elle doit payer le traitement médical de sa mère. Noah décide alors de lui verser une allocation mensuelle de 25 liens, afin qu'elle puisse chanter en toute tranquillité, quand elle le souhaite ou en a besoin, promettant d'augmenter le montant au fur et à mesure de ses progrès. Plus tard, le noble retourne dans sa modeste résidence, où il est accueilli par ses humbles serviteurs, en train de nettoyer ses humbles chaussures. Il demande qui étaient ces hommes qui ont causé des problèmes au théâtre. Evelyn explique qu'ils sont connus pour prêter de l'argent illégalement dans la région, autrement dit, des usuriers classiques. Après avoir découvert à qui ils avaient affaire, les fauteurs de troubles ont eu la décence de s'incliner devant le portail du prince pour s'excuser de ce qu'ils avaient fait. Mais Noah ordonne aux servantes de les renvoyer. Après tout, les criminels, et surtout les criminels, ne peuvent pas s'adresser à un prince impérial quand bon leur semble. Henri apparaît à l'entrée de la maison, louant la position de son frère, car accepter si facilement ce genre de personnes rabaisse le statut de la maison impériale et de ses princes. Noah comprend que c'est une raison, mais il en a une autre derrière cela. Pourtant, il veut révéler cette raison à son frère à l'intérieur, dans une conversation privée. Les deux se rassemblent alors, et Noah lui parle de la chanteuse qui l'aide, expliquant qu'il doit agir fermement avec les usuriers afin qu'ils comprennent qu'Alashi n'est pas seul. Henri demande si la claque vocale qu'elle lui a donnée était bonne, et le petit prince admet qu'il est encore étourdi. Henri n'aurait jamais pensé qu'un gamin de son âge irait aussi loin, surtout en considérant que Frank et Gary, qui ont à peu près le même âge que Noah, n'en sont même pas proches. Gary, par exemple, reste un enfant immature qui n'apprend jamais la politesse. À l'écoute de cela, Noah réfléchit. Bien qu'ils soient tous frères, chacun a une mère différente. Cependant, Henri et Gary, qui partagent la même mère, doivent avoir un lien particulier. Changeant de sujet, Henri commente que Noah semble avoir parfaitement maîtrisé l'épée magique, et le garçon explique que c'est grâce à son frère, qui lui a appris que Léviathan a sa propre volonté. Pour autant, l'aîné souhaite savoir comment l'enfant peut transporter une arme aussi gigantesque, puisqu'elle est bien trop grande pour lui. Noah invoque alors l'épée devant son frère et explique qu'il la cache dans sa manche sous une forme miniature. Un stratagème que l'épée elle-même lui a enseigné. Impressionné, Henri remarque que cela est sans précédent, puisque Léviathan a été gardé isolé pendant 200 ans comme trésor national et qu'aucun document ne mentionne une telle capacité par le passé. C'est un exploit incroyable pour Noah. Lorsque la nuit tombe et que les deux princes apparaissent enfin à la porte, les seuls usuriers présents s'inclinent encore. Finalement, après avoir attendu si longtemps, le grand homme perd patience et exige de ne plus être ignoré par le petit arrogant. Ses compagnons essaient de l'empêcher de parler ainsi, mais il est trop tard, le mal est fait. D'un simple mouvement, Noah affecte l'homme, le faisant s'étouffer et devenir rapidement obéissant. Henri demande ce que son frère vient de faire, et Noah explique qu'il a simplement libéré un peu de la puissance de Léviathan sous forme de domination. Au final,
Henry complimente le contrôle que le garçon démontre sur l'épée magique. Quelques heures plus tard, répondant à une invitation, Noah se rend en calèche à un lieu où il est accueilli par un homme nommé Radok, qui conduit le prince dans une immense salle remplie de personnes impeccablement vêtues, applaudissant l'arrivée de l'un des fils les plus aimés et respectés du roi. Radok s'intéresse à l'arme que le garçon porte, et Noah explique qu'il s'agit de Léviathan, une épée magique offerte par le prince héritier. Cette information laisse tout le monde stupéfait, puisque c'est un trésor national accordé personnellement par Albert Ararat. Sachant que le domaine du 13e prince est complètement marécageux, la foule relie ce territoire à l'épée que Noah porte, au milieu de toutes les comptes. Cependant, il y a un bref moment de silence où, comme dans un épisode de El Chavo, une seule personne parle, ironiquement en se moquant de l'épée du prince, disant qu'elle ressemble à l'une de ces épées jouets qui s'illuminent lorsqu'on appuie sur un bouton et qui se vendent dans les grands magasins. Noah fixe l'homme du regard, qui fait semblant que ce n'est pas lui, mais Léviathan sait très bien qui c'était. Sans tarder, l'épée libère un miasme sombre qui commence à suffoquer et à rendre les gens dans la salle fous. Noah exige que l'arme cesse immédiatement et souligne que la loyauté est une bonne chose, mais que là, c'était un peu exagéré. Il était clair que l'épée s'était mise en colère après avoir entendu son maître être manqué de respect. Malgré ce moment tendu, Radok applaudit le prince impérial et souligne l'immense puissance des trésors nationaux, puisqu'il est devenu évident que tous les présents ont eu le privilège de ressentir la même sensation de mort à travers le pouvoir écrasant de Sa Majesté. Immédiatement, les invités commencent à applaudir Noah Arrara comme si ce dernier n'avait pas failli tous les tuer, tandis que Radok demande au prince ce qu'il faut faire de l'homme désinvolte qui a mal parlé de Léviathan. Noah répond qu'il suffit de l'ignorer, car ce qui vient d'en bas ne vous atteint pas. Ensuite, quelques invités sont présentés à Sa Majesté, dont un célèbre marchand nommé Lance Allison. Cependant, ceux qui attirent le plus l'attention du prince sont les deux personnes qui apparaissent ensuite. Un homme qui se présente comme Byron Allen, administrateur de la Allen Mercantile Company. À ses côtés, une jeune fille, peu à l'aise avec ces situations, se présente comme Cindy Allen. Tout de suite, Noah demande si elle est adoptée, car Byron semble être de la 2e ou 3e génération et porte les manières de la haute société, contrairement à la jeune fille. De plus, il a remarqué que Cindy avait été esclave par le passé. Depuis le moment où elle est arrivée, son regard trahit une observation intense, celui de quelqu'un qui avait autrefois été enchaîné. Impressionné, Allen confirme les soupçons du prince et admet qu'il a acheté Cindy, mais qu'elle est intelligente. Cependant, contrairement à ce que le marchand attendait, le prince admire et encourage ce genre de choses, allant même jusqu'à inviter l'homme à visiter son manoir un jour pour parler davantage de l'enfant. À l'annonce de cela, les personnes autour réagissent comme si Byron venait de gagner à la loterie, et toute l'attention et l'envie dans la salle se déplacent vers le marchand et sa fille, tandis qu'ils s'éloignent de la présence de Sa Majesté. Lorsqu'ils s'éloignent, Noah commente à Radok qu'il y a une autre raison pour laquelle il savait que ce n'était pas sa véritable fille. Chaque fois que le prince tend la main vers son épée, la jeune fille se tourne immédiatement vers elle avec une concentration totale, ce qui prouve que Cindy protégeait Alan dès la première menace. Plus tard, après l'événement, Noah Ararat se rend au marché et tombe par hasard sur l'un de ses frères, Oscar. Voyant que Noah est libre, Oscar l'invite à chercher quelques trésors, puisqu'il se trouve dans la rue Cobalt, un lieu où se rassemblent diverses antiquités venues de tout l'Empire, dont certaines peuvent avoir une grande valeur. Bien sûr, de nombreuses contrefaçons sont placées parmi les pièces originales, donc il faut faire attention pour mener une véritable chasse au trésor sans repartir avec une simple copie bon marché. Un peu plus tard, après une longue recherche, Oscar finit par abandonner l'idée de trouver quelque chose de valable. Noah, en revanche, trouve un livre qui l'intrigue et, pour le prix symbolique de 3 liens, parvient à s'en emparer. Oscar demande si c'était là le trésor qu'il cherchait, mais Noah avoue qu'il était simplement curieux. À ce moment-là, son frère examine le livre plus sérieusement et réalise qu'il s'agit sans aucun doute d'un grimoire de sorts du mage légendaire Andrea, probablement évalué à environ 1000 liens. Oscar demande comment Noah le savait, mais en réalité, il n'en avait aucune idée. Il savait seulement que sa magie du vent augmentait lorsqu'il touchait l'objet. À ce moment, remarquant que son épée tremble dans le fourreau, Noah dégaine Léviathan et pointe la lame vers le grimoire.
Puisque les seuls capables d'augmenter ses capacités sont ceux qui possèdent une volonté propre, ce qui semble être le cas de ce livre, il s'ouvre comme prévu et libère ce qu'Oscar croit être l'esprit vengeur du mage qui maîtrisait la magie du vent. Comme s'il s'agissait d'une entité ombrageuse, cette manifestation fantomatique semble suffisamment dangereuse pour faire fuir quiconque de peur, sauf Noah Ararat, qui, brandissant son épée magique, utilise sa puissance aquatique pour expulser l'esprit avec une facilité relative. Inquiet et encore incapable de croire pleinement ce qu'il venait de voir, Oscar s'interroge sur les dommages potentiels que la magie de son frère aurait pu causer à la ville. Noah lui explique cependant qu'il avait dirigé son tir vers le haut, évitant tout problème, ce qui impressionne encore plus Oscar, tant la décision fut rapide et correcte. Au milieu de tout cela, le propriétaire d'une boutique d'antiquités nommé Alan Bardsley s'incline devant les princes et, après avoir vu de quoi Noah est capable avec des objets magiques, lui révèle qu'il possède un trésor spécial qu'il souhaite montrer au jeune noble. Ainsi, Noah et Oscar se rendent dans la boutique du marchand, où celui-ci expose une bague qui, selon lui, ne révélera son véritable pouvoir que lorsque son propriétaire légitime se présentera. Il avait déjà montré cette relique à de nombreuses personnes, mais rien de spécial ne s'était jamais produit. Face à cela, Noah se demande si l'objet pourrait être une contrefaçon ou simplement inutile. Mais bien sûr, Bardsley y a déjà pensé et a même essayé de s'en débarrasser en la jetant. Et pourtant, elle revenait toujours dans la boutique comme si de rien n'était, ce qui l'a convaincu qu'il y avait vraiment quelque chose d'inhabituel. Voyant que son frère semble avoir une certaine affinité avec les objets magiques indomptables, Oscar demande à Noah de mettre la bague, ce qu'il fait. Lorsqu'il la met, la bague émet une lueur et, avec une voix que seul le porteur peut entendre, annonce que son niveau de rareté est SSS et reconnaît Noah comme son véritable propriétaire. À ce moment, une masse grise commence à se répandre autour du corps du garçon, formant une armure qui n'augmente aucune de ses statistiques, mais semble être un type d'entité différent des autres, avec de nombreuses utilisations possibles. Satisfait, Noah déclare qu'il enverra le paiement pour l'objet à Alan. Mais Oscar insiste pour payer et offrir la bague en cadeau, car il a de plus en plus remarqué qu'il y avait quelque chose de différent en son frère qui devait être encouragé après cette rencontre dans la boutique d'Alan. Oscar raccompagne son frère en voiture et au moment où le garçon descend du carrosse, il est attaqué par le grand requin chauve solitaire qui n'attendait que le bon moment pour régler ses comptes. Noah réagit immédiatement, utilisant le pouvoir de sa bague pour conjurer un bouclier fait du matériau étrange que l'objet produit, bloquant le coup d'épée lancé par l'assaillant. Juste après, l'un des serviteurs de Noah profite de l'occasion pour faire tomber le requin solitaire et le maîtriser. Oscar demande comment son frère a réussi à faire cela, et Noah explique qu'il a relié la bague à Léviathan, qui semble avoir agi comme une défense automatique en réponse à l'hostilité. En entendant cela, comme toujours, Oscar est une fois de plus impressionné par la maîtrise que le garçon a su avoir sur cet objet en si peu de temps. Un peu plus tard, Noah Ararat retourne au théâtre où il avait rencontré Alashi pour la première fois. Puisqu'il a géré le requin solitaire, il croit que la chanteuse pourra enfin profiter de la paix qu'elle mérite, convaincu que l'homme ne la dérangera plus. Cependant, c'est loin d'être le cas. Deux ivrognes, complètement saouls, avaient eu l'audace de monter sur scène et de commencer à se battre pour la jeune fille, agissant comme si elle était une serveuse obligée de leur servir encore plus de boissons, alors qu'il était clair qu'ils convoitaient autre chose. Au moment où les deux s'apprêtent à porter un coup, Noah place son bouclier magique entre eux et finit par leur casser au moins un os dans chaque main lorsqu'il frappe la barrière. Puis, avec son épée, il tranche leurs vêtements et les force à fuir le théâtre en sous-vêtements. Constatant que la clientèle de cet établissement n'est pas exactement bien élevée, Noah exige que le propriétaire empêche l'entrée de tels ivrognes insupportables, mais l'homme se lamente. Malheureusement, ce genre d'ivrogne constitue littéralement tout le public qui fait vivre l'endroit. Puisque c'est le cas, le prince décide d'acheter tout le boui-boui pour 1000 liens, un montant si élevé que l'homme en est ému. Alashi, de son côté, le remercie pour tout ce que le noble a fait pour elle et demande si elle peut d'une manière ou d'une autre lui rendre toute cette gentillesse. Noah lui rappelle alors que la seule chose qu'il attend d'elle est de chanter en travaillant dur, pour qu'un jour même, l'empereur lui-même puisse vouloir entendre sa voix. Et ainsi, la jeune fille prometteuse entame une chanson qui touche profondément